Bienvenue sur l'île des esclaves, l'île où les maîtres deviennent esclaves et les esclaves deviennent maîtres. Alors, on va commencer cette nouvelle petite lecture linéaire sur l'île des esclaves par l'introduction. Vous présentez un peu l'auteur, Marivaux, 1688-1723, c'est un auteur prolifique, c'est-à-dire qu'il produit beaucoup, qui a écrit une quarantaine de pièces de théâtre. Alors, si vous vous en souvenez, vous pouvez toujours en citer, hein. La double inconstance, Le jeu de l'amour et du hasard, Harlequin poli par l'amour, ainsi que des romans, La vie de Marianne, Le paysan parvenu. C'est pas grave si vous ne retenez pas tout ça, mais bon, c'est toujours mieux. Son nom propre, Marivaux, est devenu un nom commun, le marivaudage. Séduction légère et spirituelle entre deux jeunes personnes. L'île des esclaves, c'est une comédie en un acte. 11 scènes de Marivaux. C'est marqué par un thème sociopolitique, la critique de l'ordre social et de la hiérarchie religieuse. Elle s'inscrit à la fois dans le théâtre de Marivaux, avec le jeu du travestissement, bon, les déguisements, et le thème de l'amour, et dans la pensée du XVIIIe siècle, la pensée des Lumières. Donc d'un côté le théâtre de Marivaux, de l'autre côté les Lumières, quoi, qui se marient très très bien. Les Lumières qui remettent en cause l'arbitraire des hiérarchies sociales et les abus de la noblesse. Le contexte de l'extrait, nous sommes ici au début de la pièce. Iphicrate et son valet Harlequin viennent de faire naufrage sur une île déserte. En fait, ils sont arrivés sur l'île des esclaves, où les valets deviennent maîtres et où les maîtres deviennent valets. C'est ce que disait le monsieur au début de la vidéo. Cette scène est une scène d'exposition. Marivaux nous présente rapidement le décor, les personnages, leur caractère. Et là, vous faites la lecture du texte, avec expressivité. Alors la problématique, comment dans cette scène d'exposition, Marivaux s'amuse-t-il à opposer les caractères d'Iphicrate et d'Arlequin? C'est un peu comme une sorte de duo de comédie, hein, les deux. Explication linéaire, qui épouse les deux mouvements du texte. De la ligne 1 à 21 de La scène est dans l'île à l'île des esclaves, les personnages sont montrés livrés à eux-mêmes, naufragés, perdus. Mais de la ligne 22 à la fin du texte, oh oh, qu'est-ce que c'est que cette race-là? Et jusqu'à la fin, c'est un coup de théâtre, c'est la révélation de la nature du lieu dans lequel ils sont. La situation d'Iphicrate devient très précaire, parce qu'il est sur l'île des esclaves, il risque de se faire tuer. Alors que celle d'Arlequin est renforcée, puisque les valets sont les maîtres. Donc d'un seul coup, cette révélation de l'endroit où ils sont, l'île des esclaves, ça fait une dissymétrie. Effectivement, ils n'ont plus trop le même rapport après, les deux personnages. Premier mouvement, l'arrivée des personnages dans l'île, désorientation et incertitude. Alors, on commence par le décor, puisqu'il est fait mention dès le début d'une île des esclaves, qui est justement le titre de la pièce. La didascalie, le théâtre représente une mer et des rochers d'un côté, et de l'autre quelques arbres et des maisons. Ça indique bien que les personnages sont entre la sauvagerie de la nature, la mer déchaînée, et le réconfort de la civilisation. Point d'interrogation, parce qu'on va voir que c'est pas si réconfortant. Et finalement, par métonymie, cette mer déchaînée, ça rappelle le naufrage inaugural, le naufrage qui a ouvert la piste. Les personnages, la première chose qu'on voit, c'est le nom des personnages, qui c'est très significatif. Iphicrate, c'est un nom qui renvoie à une idée de noblesse. Alors, Iphicrate, c'est un général athénien qui a vraiment existé. Donc, c'est un personnage historique finalement. Mais Iphicrate, ça vient du grec iphis, qui signifie force, et kratos, qui signifie pouvoir, comme c'est God of War. Donc son prénom renvoie donc à son ordre social et signifie celui qui gouverne par la force. Harlequin, lui, c'est l'esclave d'Iphicrate. C'est un personnage célèbre de serviteur de la Commedia dell'arte. Sa fonction est avant tout de faire rire. Dès le nom des personnages, on comprend l'opposition qui va avoir lieu entre personnages sérieux et imposants et personnages populaires et comiques. Les personnages ont des caractéristiques différentes, puisque Iphicrate est caractérisé par le champ lexical de la tristesse dans les didascalies du début, tristement après avoir soupiré. Harlequin, lui, il est caractérisé par sa bouteille de vin qu'il a à sa ceinture. C'est un synonyme de personnage populaire qui aime boire, sinon, ou ivrogne, hein. D'emblée, on a une grosse différence dans la qualification, caractérisation des personnages. Il y a un statut hiérarchique différent aussi, puisque Harlequin dit mon patron à son maître,
relation dissymétrique, donc ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Iphicrate tutoie Arlequin, tandis qu'Arlequin vous voit son maître. Ouais, et même à un moment donné dans le texte, on trouve Monsieur Iphicrate. C'est Iphicrate qui donne les ordres à l'impératif. Dis-moi, ne perdons pas de temps, suis-moi, ne négligeons rien. Il reste donc le maître et Arlequin le valet. Mais Iphicrate, c'est aussi un personnage qui est diminué et sans autorité. C'est clair que dans le premier mouvement du texte, Iphicrate manque d'autorité. Il trahit sa désorientation par une question angoissée. Ligne 7. Que deviendrons-nous dans cette île? Il n'a pas les réponses. Alors qu'Arlequin fait preuve d'un sens logique, exprimé par la gradation comique, maigre, éthique, et puis mort de faim. L'île est hostile car il n'y a personne pour les secourir, ce qui a abouti à un registre au registre tragique pour Iphicrate, avec le champ lexical du désespoir dans sa réplique de la ligne 10 à 11. Seul, naufrage, péri, j'envie leur sort. Arlequin lui répond sur le même ton, ligne 12, hélas. Donc Iphicrate montre également qu'il est la proie de l'incertitude, comme le montre l'expression je ne sais pas, ligne 14, et l'adverbe peut-être, ligne 15. Je suis d'avis que nous les cherchions, c'est plutôt une suggestion, c'est plus une suggestion qu'un ordre. Découragé, perdu, incertain, Iphicrate est montré d'emblée comme un personnage qui a perdu de sa force sociale et morale. En face, on a Arlequin qui est un personnage égoïste. Face aux inquiétudes d'Iphicrate, Arlequin a une réponse moqueuse, qui transforme le cherchons en reposons-nous, qui exprime sa paresse. Il emploie un langage familier qui contraste avec celui de son maître, boire un petit coup. Le seul moment où il montre de l'apitoiement, ce n'est pas pour ses compagnons disparus, mais pour sa pauvre bouteille. Notons l'antéposition de l'adjectif pauvre qui donne une nuance subjective. C'est ma pauvre bouteille. Il est égoïste et il se place dans une position de profiteur au détriment de son maître. J'en boirai les 2/3 comme d'oraison, et puis je vous donnerai le reste. Du coup, la petite transition, c'est à ce moment-là, dans la bouche d'Iphicrate, qu'on a la mention de l'île des esclaves. Ah, ça attire l'attention du lecteur et du spectateur. C'est le titre de la pièce, et justement, c'est un éclaircissement décisif qui est dans l'exposition. Ça nous amène à notre deuxième partie. Deuxième mouvement, c'est un rapport de force inversé. Qu'est-ce que c'est que cette race-là nous dit Arlequin. Iphicrate fait une longue tirade. Sa plus longue intervention dans la scène plutôt. Il explique le concept d'île des esclaves avec le champ lexical de l'esclavage. Esclave, esclavage, révolté, maître qui revient deux fois. C'est un point de bascule dans la scène. La civilisation, les maisons que l'on voyait au début comme un abri, est en réalité un danger. L'île était déserte et donc mortelle, mais maintenant, toute rencontre peut être fatale. Surtout, la situation d'Iphicrate change. Il y a une rupture d'égalité entre Arlequin et Iphicrate. S'ils étaient tous deux unis par un destin commun de naufragés, ici, il n'y a plus qu'Iphicrate de menacé. Le triomphe d'Arlequin et la défaite d'Iphicrate, Arlequin réagit avec indifférence. Il relativise avec un énoncé d'ordre général. Ok, alors il massacre les maîtres. Ouais, chaque pays a sa coutume. Hein. Il se réjouit de la mise à mort des maîtres. Oh, il tue les maîtres à la bonne heure. Et à la bonne heure, c'est une expression qui veut dire ah, c'est parfait, c'est très bien. Son attitude change parce qu'il est en position de force, alors qu'Iphicrate est en danger. Son attitude est ironique, car il affirme plaindre Iphicrate tout en montrant par sa gestuelle, prenant sa bouteille pour boire, que cela lui est égal. Le rythme s'accélère alors, les répliques étant de plus en plus courtes, la gestuelle s'intensifie, notamment chez Arlequin. Didascalie, prenant sa bouteille pour boire, siffle, distrait, chante, il est vraiment très 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 à l'aise. Il se met à rire avec les interjections, les onomatopées, là, ha ha ha, et la didascalie riant. Le signe qu'Iphicrate a perdu le contrôle sur son valet, c'est que après un ordre qui manque de fermeté, suis-moi donc, suis-moi donc, avec un point d'interrogation, hein, c'est un impératif, mais suivi d'un point d'interrogation. Franchement, c'est de tout ce que j'ai lu, c'est la première fois que je vois ça, un impératif qui est une question en fait. Le maître, devant la mauvaise volonté d'Arlequin, n'arrête pas de poser des questions. Mais que veux-tu dire? As-tu perdu l'esprit? Et le valet refuse de répondre. Arlequin finit quand même par répondre en utilisant un euphémisme pour tourner en dérision la situation d'Iphicrate.
La drôle d'aventure, dit-il. La drôle d'aventure, mais Iphicrate est quasiment sur le point de se faire couper la tête ou couper en petits morceaux. La drôle d'aventure, alors ça c'est un euphémisme, c'est pire qu'une drôle d'aventure. Et il oppose par antithèse les termes plaint et rire. Je vous plains par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Donc, face à l'indiscipline et la moquerie de son valet, Iphicrate a perdu la face. Avec son aparté, à part les premiers mots, et son langage de comédie, oh voyons, c'est un coquin. Au lieu d'être un personnage tragique comme auparavant, il emploie une gestuelle de comédie, il devient ridicule, il devient le personnage classique du maître qui est roulé dans la farine par un valet beaucoup plus malin que lui. Son absence de fermeté dans les ordres est montrée par l'usage de la première personne du pluriel de l'impératif. Marchons, avançons, au lieu de marche, avance. Sa défaite est marquée par l'usage du je t'en prie, plus proche de la supplication que de l'ordre. Le je t'en prie est aussitôt repris ironiquement par Harlequin pour se moquer de son maître. Je t'en prie, je t'en prie. Ah bah c'est l'air du pays qui fait ça. C'est une constatation ironique, c'est pas l'air du pays qui fait ça, c'est juste que Iphicrate a super peur et que si son valet le lâche maintenant, c'est un homme mort quoi. Donc dans ce deuxième mouvement du texte, Harlequin domine nettement Iphicrate et se moque de lui. Conclusion. En conclusion, Marivaux, il réussit quoi? Une scène d'exposition efficace. Les enjeux et les personnages sont parfaitement bien représentés, la comédie est dès lors bien lancée et le suspense est présent. Et justement, que va-t-il arriver à Iphicrate et Harlequin? Également, il arrive à rendre amusante et dynamique cette confrontation entre maître et valet, signe que les deux personnages font jeu égal, le temps de parole est quasiment similaire, ce qui montre que le valet répond au maître. Et Marivaux, il intègre dans sa pièce des éléments de critique sociale, avec des personnages naufragés sur une île, réduits à deux personnes, toutes les inégalités sociales peuvent être remises en cause. L'ouverture possible, on trouve une remise en cause similaire, et cette fois dans la vie réelle, dans le mariage de Figaro. Voilà, vous savez tout. Donc, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent séjour dans l'île des esclaves, car évidemment, vous n'avez aucune chance de sortir vivant de cet endroit, car jamais homme ni animal ne s'est jamais échappé de l'île des esclaves.